Bienvenue, bonjour à tous et merci pour votre participation. On va démarrer donc notre webinaire sur la thématique de l'audit due diligence technique aujourd'hui. Et donc, sans plus attendre, je vous propose déjà de commencer par un tour de table. Ludovic, Hassan, avec moi aujourd'hui chez Gexpertise. Je vous laisse la parole pour vous présenter, messieurs. Vas-y Hassan, vas-y. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce webinaire. Je suis Hassan Arba, ingénieur énergéticien au sein du groupe Gexpertise. Ludovic Danels, directeur du département bâtiment et VRD chez Gexpertise toujours. Merci à tous les deux. Et je termine, donc Léa Voileau, enchantée. Encore une fois, merci pour votre présence. Responsable grand compte et développement au sein du groupe. Et je vous propose du coup de passer à la slide suivante pour découvrir le sommaire du webinaire d'aujourd'hui. On va tout d'abord présenter Gexpertise pour les personnes qui ne connaissent pas encore le groupe, présenter la pluridisciplinarité des activités. Ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi un audit due diligence technique? Encore une fois, qu'on appelle parfois aussi l'audit investisseur, l'audit pré-acquisition. Les types d'actifs concernés pour ce type d'audit, évidemment. On vous expliquera ensuite le déroulement de l'audit, comment fonctionne la partie terrain, la partie bureau, l'analyse, enfin toutes les actions que Gexpertise mène pour mener à bien du coup cet audit et quelques indicateurs qui sont fondamentaux dans l'audit due diligence technique que nous ferons ressortir. Et évidemment, nous dédierons un temps aux questions-réponses à la fin, bien évidemment, et c'est ce que je recommande toujours dans nos sessions de webinaire, n'hésitez surtout pas à poser vos questions dans le chat. Nous y répondrons avec plaisir au fur et à mesure aussi du webinaire. Ça permet d'échanger en live avec vous sans faire une présentation trop magistrale et donc de pouvoir discuter, échanger et que nous puissions avoir vos remarques. Donc, n'hésitez pas encore une fois à utiliser le chat. Alors, je vais prendre 5 petites minutes pour vous faire un résumé rapide de Gexpertise pour les personnes qui ne connaissent pas encore le groupe. Gexpertise, c'est un groupe d'ingénierie aujourd'hui, historiquement un cabinet de géomètres experts qui a plus de 200 spécialistes au service donc de vos projets. 200 personnes aux 4 coins de la France. Alors, 4 coins, ça dépend comment on voit la carte de la France, mais en tout cas avec un siège social qui est à Sèvres en région parisienne. Dans les Hauts-de-France, où sont d'ailleurs basés Ludovic et Hassan aujourd'hui, autour de la table, à Lille et Saint-Omer. Enfin, nous avons 3 autres agences pour représenter la Nouvelle-Aquitaine à Bordeaux, Rhône-Alpes à Lyon et Toulon, plus précisément la Seine-sur-Mer, pour PACA. Et enfin, ravi aussi de parler de notre filiale 100% tunisienne répartie à Tunis et à Sousse, où vous retrouverez notamment une partie de l'atelier graphique. Et parallèlement, nous sommes très fiers de notre parité femmes-hommes aujourd'hui au sein du groupe, qui n'est pas toujours simple à trouver dans un groupe d'ingénierie, dans le monde du BTP et de l'immobilier. Alors ici, vous avez quelques chiffres de la société. Bien évidemment, on ne va pas les énumérer un par un. Nous aimons bien cette petite anecdote. Nous existons depuis 1785. Non, le deuxième chiffre est bien un 7, c'est 1785. On fait très vieille dame à ce niveau-là. Alors, l'Ordre des géomètres experts a été fondé en 1946, mais de par la récupération d'archives, nous avons pu travailler sur des plans très, 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 très anciens. Ce qui fait que, voilà, on a un très bel historique d'archives, un très bel historique de clientèle, assez varié d'ailleurs. Ça va de foncières, gestionnaires de patrimoine, aux bailleurs sociaux, en passant par les promoteurs, les avocats, les notaires, les architectes, les constructeurs. Et parallèlement à ça, nous consacrons 3% du chiffre d'affaires à la recherche et au développement, à l'innovation, et on en parlera très brièvement lors de la présentation du 3e département de la société. Sur la slide suivante, on peut voir le cycle de vie du bâtiment, assez connu, notamment dessiné de cette manière-là à l'événement du BIM dans les années 90. On a ajouté la partie acquisition-cession en plus, puisque qui dit arbitrage dit mesurage, mais on a l'opportunité aujourd'hui, grâce à la pluridisciplinarité de nos activités et des compétences de chacun, de pouvoir accompagner nos clients sur l'ensemble du cycle de vie du bâtiment. Et vous allez le voir comment au travers des différents départements de la société. Et comme je vous disais, sur la slide suivante, ce sont 200 personnes, 200
experts, différents profils bien évidemment, des géomètres experts et topographes de notre cœur de métier, mais nous avons aussi des maîtres d'œuvre, des ingénieurs thermiciens, notamment dans les équipes de Ludovic, des tailleurs de pierre, des diagnostiqueurs, enfin bref, une pluridisciplinarité d'activités grâce à des profils compétents avec diverses notions, un divers savoir-faire. Sur la slide suivante, vous avez donc les 3 départements dont je vous parlais, le département immobilier, le département bâtiment et VRD et enfin le département BIM et SIG. Je laisserai peut-être d'ailleurs la parole à Ludovic s'il souhaite présenter son département. Alors je vais me permettre de démarrer, je vais dire dans l'ordre, par la gauche, le département immobilier où vous retrouverez évidemment notre cœur de métier, le métier de géomètre expert, donc vraiment l'ensemble des prestations que vous retrouverez dans un cabinet de géomètre classique, géomètre expert, avec les bornages évidemment, les implantations, les calculs de surface, les plans des intérieurs et j'en passe. Les diagnostics également, nous avons une équipe de diagnostiqueurs dédiés, tous les diagnostics immobiliers, que ce soit les DPE, l'amiante, le plomb, mais aussi le PEMD. Bien évidemment, toutes les prestations dont je vous parle sont réalisables sur l'ensemble du territoire français, sans exception. Et enfin, la détection des réseaux, très intéressant aussi, notamment dans le cas de réhabilitation de réseaux enterrés, j'entends. Ludovic, est-ce que tu souhaites nous parler en quelques mots du département bâtiment et VRD? Alors, s'il y a une slide dédiée au département bâtiment et VRD, je vais me permettre juste du coup de faire une petite parenthèse sur le département BIM et SIG et après on rentrera dans le vif du sujet et je laisserai la main. Justement, je vous disais tout à l'heure qu'on consacrait 3% du chiffre d'affaires à la recherche et au développement et à l'innovation. Et c'est notamment via ce département, le plus jeune d'entre eux, le BIM et SIG, qui se concentre davantage sur l'ingénierie de la donnée immobilière, où nous allons dans un premier temps, accompagner nos clients dans leur réflexion BIM, mais aussi leur réflexion sur la structuration de leurs données patrimoniales avec le développement d'une plateforme que nous appelons l'Atlas patrimonial qui va vous permettre de gérer vos données patrimoniales sur certains critères, les données environnementales, les données géométriques, économiques, afin de pouvoir prendre des décisions et optimiser votre patrimoine. Et enfin, d'autres solutions, notamment de production graphique, puisque nous avons une équipe dédiée à la production de maquettes BIM, à la conversion de format de fichiers pour avoir tout le temps une base de données homogène. Enfin bref, vous l'aurez compris, ça va un petit peu plus loin que des prestations c'est-à-dire très opérationnelles de métier de géomètre, de diagnostiqueur. Nous donnons justement vie à la donnée que nous produisons et de cette réflexion sur comment exploiter la donnée afin de répondre à des usages bien précis. Je laisse la parole à Ludovic pour nous présenter le département bâtiment et VRD. Merci Léa. Le tapis rouge est déployé, merci beaucoup. Bâtiment et VRD, donc un triptyque, maîtrise d'œuvre, tout corps d'état. Donc généralement, on travaille en co-conception avec des architectes, des urbanistes, des paysagistes. Pourquoi paysagistes? Parce qu'on fait aussi du génie urbain. Donc je vais pas lire toutes les petites lignes. Vous verrez tout ça sur notre nouveau site internet qui est en ligne et accessible depuis gexpertise.fr. Et le dernier volet, c'est celui qu'on va dérouler un peu plus largement grâce à la présentation que Hassan va nous faire sur les audits de due diligence technique. Voilà. Et donc il y a d'autres audits qui sont présentés ici sur la slide. Donc des critères CR Breamy News sur la partie représentation graphique. Et donc l'ensemble de tous les audits qui sont de près ou de loin nécessaires dès lors que l'on veut avoir une appréciation de la valeur d'un bâtiment de par la composition de notre équipe, hein. On a des économistes, on a des énergéticiens, des maîtres d'œuvre et qui sont en capacité du coup d'évaluer les pathologies qu'un bâtiment peut être touché par un certain nombre de pathologies. Et donc que ce soit l'enveloppe ou les équipements. Voilà. Et donc je vais laisser maintenant la parole à Hassan et merci encore une fois Léa pour cette belle introduction.
Avec plaisir. Merci Ludovic. En réponse à la première question déjà, pourquoi un audit de diligence technique? Comme son nom l'indique, diligence en français c'est obligation de vigilance. C'est un outil tout simplement qui permet d'apprécier l'état technique réel d'un bien immobilier avant l'acquisition. Donc, il consiste à faire une analyse complète et précise de l'état technique, d'évaluer la qualité technique tout simplement des équipements, et, la structure du bâtiment et tous ces éléments, d'intégrer et de considérer ces investissements dans le budget d'exploitation du bâtiment que le client, futur acquéreur, devra connaître. Ça permet aussi de préparer une stratégie de gestion du patrimoine et anticiper tout simplement les futurs potentiels investissements à faire pour les propriétaires. Voilà. Donc ça, c'est l'objectif global d'un audit de diligence technique. Pour les étapes, si tu peux juste, Lidou, passer à la slide suivante. Donc, pour les types d'actifs concernés par l'audit de diligence technique, donc tous les biens immobiliers sont concernés, donc à savoir les bâtiments résidentiels et les bâtiments tertiaires. Et quand on parle de bâtiments tertiaires, c'est les bureaux, les commerces et les bâtiments logistiques. Donc, en plus de ce volet purement technique de l'audit du diligence, J'expertise peut aussi faire et toucher au volet énergétique. Parce qu'on sait très bien que le volet énergétique est aussi très intéressant dans le cadre de l'acquisition d'un bien immobilier. Tout simplement, ça permet de connaître aussi le bâtiment d'un point de vue énergétique et être conforme aux réglementations qui sont, en rigueur. C'est-à-dire, par exemple, le décret tertiaire et toutes les réglementations thermiques pour lesquels le bâtiment pourra être assujetti. Voilà. Pour le déroulement d'un audit de diligence, donc tout simplement c'est le déroulement d'un audit classique. Donc ça commence dans un premier temps par le recueil des attentes du client et la collecte de données du patrimoine, c'est-à-dire toute la documentation technique, les DPE, les plans, les DTG, s'il existe. Après, la deuxième étape qui est très très primordiale dans l'audit, c'est la visite sur site qui permet de bien analyser l'existant. Ça consiste tout simplement à faire une campagne de mesures qui permet après de faire une analyse et une évaluation de l'état technique réel du bâtiment. Après, à l'issue de la visite, on peut commencer à adopter une stratégie qui permet de gérer le bâtiment et anticiper les travaux prévisionnels. Ça consiste tout simplement à élaborer des stratégies d'action chiffrées à court, moyen et long terme et définir tout simplement un budget de gestion et de valeur financière du bâtiment pour le prochain acquéreur. Après, la quatrième étape et la dernière dans notre audit des diligences, c'est de préparer un rapport dont on aura comme contenu une description détaillée et complète et précise de l'état actuel du bâtiment et les résultats de l'audit. Et en plus de ça, une conclusion sur les recommandations et le plan d'action à mener pour les prochaines les prochains programmes de travaux. Voilà. Tu peux passer à la slide suivante, Ludo. Merci. Alors là, je vais parler des éléments que nous devons collecter sur terrain, c'est-à-dire durant la deuxième étape de visite sur site. Donc là, il y a plusieurs indicateurs et plusieurs éléments à collecter sur terrain. Donc, on peut les regrouper par famille. Par exemple, la première famille qu'on prend, c'est tout simplement la famille bâtiment, avec tout simplement tous les éléments qui concernent les clous et couverts, les aménagements intérieurs, la structure du bâtiment. La deuxième famille qu'on cherche à collecter sur terrain, c'est le second œuvre. Tout simplement qui contient les sols, les murs, les plafonds, les menuiseries et les appareils sanitaires.
Après, tout ce qui est équipement technique et CVC. Donc, tout simplement, ça inclut la partie équipement CVC, à savoir chauffage, ventile, clim, production de chaude sanitaire. Il y a aussi les équipements d'électricité et d'éclairage. Il y a aussi les évacuations des eaux, tout type. Après, le réseau d'eau potable et la sécurité, qui est très importante dans la partie collecte et relevé de données. Après, la famille suivante, c'est tout simplement tout ce qui est extérieur du bâtiment et VRD. Donc, pour cette partie-là, on essaye de collecter tous les éléments qui sont relatifs aux espaces verts, au parking, aux accès au bâtiment, aux différents accès au bâtiment. Après, la famille suivante, c'est... Ah, pardon. Donc là, je pense qu'on a fait le tour des familles qui sont concernées par la partie terrain, c'est-à-dire la collecte des données. Maintenant, on passe aux indicateurs qui sont très importants dans notre audit. Le premier indicateur, c'est tout simplement vétusté. Il décrit l'état technique actuel du bâtiment. Donc là, on peut évaluer la vétusté selon deux méthodes. Une première qui consiste à faire une répartition des familles selon leur degré de vétusté, c'est-à-dire si les équipements sont anciens, sont en bon état, sont vieillissants. Donc ça, c'est le premier paramètre. Le deuxième paramètre, ça consiste à regrouper à faire une répartition par état technique. C'est-à-dire, c'est quoi le pourcentage si tu peux juste revenir les dos. C'est-à-dire que c'est une répartition tout simplement en nombre, c'est-à-dire d'un point de vue quantitatif de ces équipements en fonction de leur état technique. Par exemple, là, on voit un pourcentage pour les équipements en bon état, un deuxième pourcentage pour les équipements à optimiser et un pourcentage pour les équipements vieillissants et un dernier pourcentage pour les équipements en situation critique. Et après, le deuxième indicateur important dans notre audit, c'est la durée de vie. Comme vous savez, chaque équipement et chaque élément qui fait partie du bâtiment a une durée de vie. Donc là, l'idée, c'est de bien faire un listing de tous les équipements, la durée de vie actuelle et la durée de vie restante. C'est-à-dire, et ça va nous permettre d'avoir une idée sur les dates de remplacement ou de rénovation de ces éléments. Le troisième indicateur qui est très important et qui est l'élément clé qui permet de donner au client une vision claire sur l'exploitation du bien immobilier, c'est les investissements. Donc là, comme vous pouvez le voir, on distingue plusieurs types d'investissements. Donc il y a déjà des investissements urgents, c'est-à-dire des investissements que nous sommes obligés de faire, par exemple dans la première ou la deuxième année de l'exploitation du bâtiment. Et une deuxième catégorie, c'est les investissements prioritaires. C'est-à-dire que ce sont des investissements qui peuvent être liés à l'exploitation du bâtiment, à la réglementation, à la sécurité, à l'accès, ainsi de suite. Et la troisième famille ou le troisième type d'investissement qu'on peut avoir, c'est des investissements qui sont moins prioritaires, c'est-à-dire des investissements qu'on peut faire à moyen et à long terme, c'est-à-dire dans 10 ans, entre 10 ans et 20 ans. Donc, je tenais juste à préciser que cette priorisation entre urgent, prioritaire et moins prioritaire, c'est évidemment une proposition que l'on fait par défaut au client et qu'il doit faire l'objet d'un échange parce qu'il peut y avoir des paramètres, en l'occurrence, qu'on considère comme étant moins prioritaires, mais qui pour le client, compte tenu de l'usage ou de l'investissement qu'il veut en faire, qui vont passer dans la catégorie prioritaire. Voilà. Merci Ludo pour la remarque. Donc, comme Ludo vient d'évoquer, c'est des actions et c'est une répartition qu'on fait avec le client, c'est-à-dire qu'on lui présente un plan global avec un plan global de travaux et après on se met d'accord sur les actions à prioriser, c'est-à-dire à court, moyen et long terme. Donc tout ça pour vous dire que cet indicateur, c'est l'indicateur clé, c'est l'indicateur le plus important qui permet d'avoir une visibilité, une vision claire sur les investissements auxquels le client doit s'attendre. Voilà.
En fait, on a été très efficace, hein, je pense, sur cette Ouais. présentation. Merci beaucoup, Hassan. Donc, on arrive en fait à la partie questions-réponses. Je ne sais pas si Léa, tu as déjà identifié des questions, s'il y en a dans le chat. Personnellement, j'en ai pas forcément vu. Alors, ou bien on a endormi tout le monde, ou bien c'est tellement passionnant ou clair qu'il n'y a aucune question qui remonte. Je ne sais pas. Donc, le suspense est en cours. Alors, j'ai une question d'Olivier qui nous demande, pouvez-vous communiquer des estimatifs de budget à prévoir pour une telle prestation? Et j'imagine qu'il faudra positionner ce budget en fonction de la typologie, du nombre de mètres carrés, enfin tous les Ouais. critères pouvant faire varier ce prix-là. Peut-être une fourchette de prix, Ludovic, Oui, Hassan, à communiquer oui, donc à nos participants. évidemment, il y a plein de sujets. Il y a celui de le degré d'urgence aussi qui va jouer parce que en général, quand il y a un deal qui s'approche, il va falloir être forcément réactif. Mais en gros, la fourchette très large, on est entre 3 et 6 000 € à peu près. Voilà. Après, ça dépend de pas mal de paramètres. Merci pour ta réponse, Ludovic. Une seconde question. Quelle est la forme du livrable, outre les graphes, données financières communiquées par Hassan? Alors, je sais pas, Hassan, si tu veux intervenir. Dans nos livrables, généralement, avant les graphes que je viens de présenter, il y a des tableaux tout simplement qui sont détaillés, qui expliquent tous les éléments qu'on vient de présenter, c'est-à-dire comment dire, les familles et les éléments concernés avec leur état actuel, leur note de vétusté, une description détaillée et bien sûr avec des photos. Donc il y a toujours des photos Donc, dans la présentation. Donc c'est tout simplement des grands tableaux détaillés de chaque élément qui font partie des familles évoquées. en fait, c'est vraiment un reportage photographique Ouais. qui est qualifié selon la vétusté, hein, pour faire très simple, avec aussi une évaluation, pardon, sur un certain nombre de critères réglementaires, savoir s'il y a des choses qui ont été faites. Tu as évoqué tout à l'heure le décret tertiaire. On vérifie quand même dans la data room qui nous est partagée par le client que il y a un certain nombre d'obligations qui soient remplies. Et si elles ne le sont pas, on le souligne de manière à éclairer en fait notre client. Le livrable, la forme du livrable, c'est un PDF. On s'interroge sur la possibilité dans l'avenir à faire en sorte que ça soit pas uniquement un PDF, mais que ça soit quelque chose un peu plus dynamique, à savoir le suivi quand on voit la dernière slide qui était présentée sur les investissements, que le client soit en mesure non pas de retaper lui-même dans son plan d'investissement, mais qu'il puisse récupérer ces infos-là dans un tableur de manière à éviter voilà, des erreurs de saisie, déjà de la saisie et des erreurs de saisie. Et comme tu le soulignais tout à l'heure, la partie énergétique, Ludovic, je sais que nous avons pu réaliser différents audits due diligence techniques avec cette notion de volet énergétique avec ou sans. Ça peut aller de pair. Peut-être en dire un petit mot, puisqu'effectivement, l'audit énergétique étant un audit que nous maîtrisons en interne et qui n'est pas négligeable en ce moment, si je puis dire. Alors, en général, quand un client il cherche à se positionner sur un bien, on préconise pas forcément de réaliser, on va dire, l'audit énergétique au sens où tout le monde le connaît, mais plutôt quelque chose, on va appeler ça un pré-diag. Qui permet d'avoir déjà l'agilité enfin, on n'est pas obligé de rentrer dans un cadre d'une forme qui est imposée hein, par l'ADEME sur ce genre de produit, mais on est plutôt sur quelque chose d'assez efficace avec deux, trois scénarios. Je te laisse parler peut-être de cela, Hassan, et puis ça évite aussi un surcoût qui est inutile si jamais le client ne devait pas
finalement faire l'acquisition de ce bien. Il aura néanmoins les grands chiffres clés et les grandes actions qui seraient à mener sur ce bien s'il devait en faire l'acquisition. Hassan, si tu veux compléter. Merci Ludo. Donc pour rebondir sur ce qui a été évoqué par Ludo, tout simplement, si on est par exemple dans le cas d'un bâtiment qui est assujetti au décret tertiaire, donc il faut que le client sache si, par exemple, s'il doit s'attendre à installer une JTB. Donc parce que par exemple, ça fait partie des actions qui pourront permettre d'atteindre les objectifs du décret tertiaire. Par exemple, au niveau des équipements, je parle d'un point de vue énergétique. Qu'est-ce que le client pourra faire pour être conforme au décret tertiaire? Donc, il y a toujours ce mariage entre la partie technique et la partie énergétique. Parce qu'il n'y a pas que la partie technique qui nécessite des investissements, mais il y a aussi la partie énergétique qui nécessite également des investissements pour être conforme au décret tertiaire. Voilà. Merci Hassan. Je vois qu'il y a une question de Monsieur Fernandez, Philippe de son prénom. Bonjour. Savoir si on numérise. Alors, je suis pas sûr de bien comprendre la question, mais si c'est par exemple faire le mesurage des pièces, on va dire en mode géomètre, la réponse par défaut. En tout cas, si on nous demande pas explicitement de faire un mesurage, on ne le fait pas puisque ça va venir alourdir de manière substantielle le coût de la mission. Évidemment, on va pas vous dire qu'on sait pas faire puisque c'est le cœur historique de notre métier chez J'Expertise. Donc c'est quelque chose qu'on peut tout à fait réaliser. Et à ce moment-là, il faudra l'adosser en plus à la mission de stricto sensu de la due diligence technique. Merci pour ta réponse, Ludovic. Une question d'Olivier sur la typologie d'actifs. On l'évoquait tout à l'heure, en effet. La question d'Olivier est, votre démarche est-elle applicable sur tout type d'actifs, résidentiel, bureau? On le voyait tout à l'heure. Pas d'exception, j'allais dire, applicable à toute Alors, en typologie. fait, c'est vrai que les approches sont de notre expérience, hein, qui est actuellement, on voit surtout on a été sollicité surtout sur des typologies de bureaux, de logistique. Et alors quand on a été sollicité aussi pour faire une évaluation plutôt de la valeur patrimoniale d'un bâtiment, mais c'était du résidentiel. C'était pas une due diligence technique, c'était plutôt, on va dire, une évaluation patrimoniale du bien. En fait, c'est à peu près pour nous, c'est à peu près la même mission, mais ça s'appelle pas due diligence technique en soi. Donc tout ça, pour répondre à la question, on est en capacité de le faire également sur du résidentiel. Puisque c'est les mêmes codes, ou enfin en tout cas les mêmes réflexes que l'on adopte. Mais pour le moment, sur stricto sensu, on l'a fait surtout sur le côté bureau et logistique, puisqu'il y a quand même pas mal de mouvements actuellement dans ce domaine-là, dans la logistique. Ça tourne assez vite de portefeuille en portefeuille. Donc voilà, c'est juste notre expérience des dernières années. J'avais quand même une petite... je voulais rajouter ici une information. Je vous ai indiqué tout au départ, quand il a été posé la question du prix, que c'était essentiellement lié on va dire, à la réactivité, enfin en tout cas la nécessité d'être rapide sur ce type de prestation. Évidemment, c'est un critère qui est fondamental et qui nécessite d'avoir une forme de souplesse. Donc il arrive que quand il y a pas mal de due diligence qui nous sont commandés, qu'on fasse appel à un réseau de partenaires en qui on a vraiment confiance. Je le dis en toute transparence, en sachant que ça, évidemment, in fine, c'est un document qui repasse chez J'Expertise et qui est criblé.
par donc l'évaluation qu'on peut en faire sur les pathologies et les montants prévisionnels de remise en conformité, ou remise en état du bâtiment par rapport aux différents les degrés d'urgence. Mais je voulais juste, parce que je sais que dans les personnes qui nous écoutent, on a aussi des personnes qui travaillent avec nous sur ces sujets-là, et je les en remercie, parce que c'est un travail vraiment de partenariat aussi, qui nous permet d'être sur l'ensemble de l'Hexagone. Voilà. Merci Ludovic pour cette remarque. J'avais une petite question qui est un petit peu dans la continuité de celle de tout à l'heure par rapport au volet énergétique, et on évoquait le décret tertiaire. Concernant le décret BAX. Oui, Hassan, si tu veux intervenir là-dessus. Oui, effectivement. Donc, il y a une mission sur laquelle nous avons fait la partie. Je prends par exemple, hein, nous avons fait la partie technique des diligences et aussi le décret BAX, parce que le bâtiment en question était assujetti au décret BAX, parce que vu la puissance d'équipement installé. Donc, dans notre offre, dans notre rapport d'audit du diligence, nous avons aussi rajouté la partie décret BAX en indiquant au client tout simplement le cas de son assujettissement et aussi les investissements à faire pour être conforme au décret BAX, et aussi bien évidemment toutes les aides qui sont disponibles, à savoir les CDE, et aussi nous avons donné du conseil par rapport à la conformité au décret BAX. Donc, comme on vient de l'expliquer, donc en plus de la partie technique du diligence, on peut bien évidemment faire toucher à la partie énergétique, que ce soit pour le décret BAX, que ce soit pour le décret tertiaire. Voilà. Merci Hassan pour ce complément. Je ne sais pas si vous avez éventuellement d'autres questions, parce qu'en effet, lorsqu'on parle d'audit, et grâce encore une fois à la pluridisciplinarité des compétences de nos collègues, nous pouvons recroiser selon les besoins, selon les obligations aussi des typologies d'actifs que nous adressons, faire un rapport plutôt complet, voilà, engageant les volets techniques, mais aussi les volets environnementaux, la dimension réglementaire, l'audit énergétique, l'audit tertiaire, la partie BAX. Donc tous ces éléments-là peuvent être pris en compte et bien sûr analysés et travaillés par nos équipes en fonction du besoin. Il y a aussi un volet, vu qu'on parle du bureau, en tout cas de ce qu'on rencontre récemment, surtout sur des actifs de bureau. Il y a l'application de la loi climat résilience qui impose, alors dans un premier temps, c'était surtout dans le retail, de répondre en renaturation, désimperméabilisation et en ombrage des différentes surfaces de parking, ou même dans les sites logistiques. Et il faut pas oublier, je me permets de le rappeler ici, vu que c'est l'occasion, dans une quarantaine de jours, le dispositif que je viens d'évoquer s'étend à tout bâtiment administratif pour les hôpitaux, pour les équipements ou parties de bâtiments scolaires, les équipements sportifs. Et dès lors qu'on a des parcs de stationnement qui sont associés à des constructions dont la surface au sol est supérieure à 500 mètres carrés. Donc on y est assez rapidement. On a été sollicité il n'y a pas très longtemps là par le ministère de l'Intérieur pour faire une évaluation pour des parkings extérieurs, et donc on les a accompagnés justement en leur donnant le conseil de bien regarder en fonction des surfaces auxquelles ils étaient assujettis pour ces nouveaux parkings. Donc pareil, s'il y a une due diligence technique, on peut apporter ce conseil en disant attention, si vous voulez faire l'acquisition de ce bien, il faudra pas oublier de budgétiser donc la reprise de ce parking qui aujourd'hui est peut-être 100% imperméabilisé ou non ombragé. Donc ça fait partie de cette veille réglementaire qui nous oblige à conseiller nos clients.
Il y a aussi la partie comment dire photovoltaïque. Donc qu'on vient de l'expliquer Ludo, il y a parfois des cas de bâtiments qui sont obligés d'installer par exemple les installations PV d'ombrières. Donc ça aussi on peut le conseiller à nos clients. C'est-à-dire d'étudier un petit peu la faisabilité de ces installations, de conseiller les clients de faire la faisabilité aussi économique, c'est-à-dire le chiffrage et le conseil à nos clients par rapport à cette réglementation. Il y a aussi aussi dans ce sujet-là, je me souviens c'était sur un site plutôt logistique, je crois qu'on nous a demandé de regarder ça, savoir dans quelle mesure on pouvait couvrir en tout ou partie les besoins thermiques ou captifs par ces panneaux. Donc il y a aussi une question liée à la descente de charge. Voilà, donc ça c'est important aussi de l'avoir en tête, puisque ça peut constituer un surcoût qui est rédhibitoire. Voilà. Merci Hassan, merci Ludovic pour ces compléments. N'hésitez pas à poser vos dernières petites questions dans le chat, nous ferons un plaisir d'y répondre. Bien évidemment, si d'autres questions vous viennent à l'esprit un petit peu plus tard, nous restons à votre disposition par mail, par téléphone, pour organiser également un échange sur un projet auquel vous pensez précisément aussi. Ça peut être l'occasion d'échanger sur un projet bien précis. Vous avez sur cette slide nos coordonnées respectives. Donc, encore une fois, n'hésitez pas. Bien évidemment, le webinaire est enregistré, vous sera adressé par mail directement en replay et aussi sur nos plateformes via YouTube et notre site internet. Donc, il pourra être consulté à votre guise dès demain. Il ne me reste plus qu'à vous remercier. Merci pour votre disponibilité et votre écoute pour ce dernier webinaire de l'année 2024 sur l'audit diligence technique. Et encore une fois, n'hésitez pas, nous restons à votre disposition. Hassan et Ludovic sont là pour répondre à vos questions sur cette partie-là. Merci encore Léa, merci Hassan d'avoir préparé ce support et présenté le contenu. J'avais une dernière chose et c'est Hassan qui me l'a rappelé tout à l'heure. Je voulais aussi remercier notre partenaire KPI Intelligence. On n'a pas fait de slide avec leur logo, mais on peut éventuellement renvoyer sur leur site internet. J'essaie de vous trouver ça et en tout cas qui nous accompagne bien sur la manière de faire des relevés le plus sans faire de reprise, c'est-à-dire que finalement on a la capacité sur le terrain d'avoir l'ensemble des données et qui remontent directement dans les sans reprise, le moins possible en tout cas, qui remonte dans le rapport qui sera mis à la disposition du client. C'est ce que j'évoquais un peu tout à l'heure avec le fait qu'on souhaitait avoir aussi la possibilité de transmettre en parallèle de ce livrable sous forme plutôt de tableur les données de manière à ce que le client puisse les retraiter sans nouvelle saisie. Donc encore une fois, merci à KPI Intelligence pour leur partenariat. Voilà. Je vous mets le lien LinkedIn dans le chat. Et merci pour ce gentil commentaire, Céline. Merci pour cette présentation et série toujours représentative de l'expertise. Merci Frédéric, merci Tam, merci Brice, merci à tous encore une fois. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt, je l'espère, pour de prochains webinaires sur de prochains projets à votre disposition. Et des joyeuses fêtes un peu en avance. Et oui, ça commence. À très bientôt. Merci. Au revoir.